Bienvenue sur NFT Business, le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin, Spark. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Letty, qui est cofondateur de la startup Carbonable. En anglais, Carbonable, parce que able, ça veut dire oui, on peut, yes, we can. Et en français, on dit plutôt Carbonable. Mais bon, ta startup, Guillaume, sélectionne des projets citoyens qui ont pour objectif d'absorber le carbone. Et ces projets sont ensuite financés par la vente de NFT. Et ces NFT carbonables peuvent être achetés donc par le grand public pour soutenir d'abord la cause et l'environnement, évidemment, mais également pour faire un investissement parce qu'il est prévu d'y avoir du rendement sur ces NFT, parce que ces NFT seront revendus ou intégreront le marché international des crédits carbone. Donc on va parler un peu de tout ça, c'est un sujet assez vaste, vraiment passionnant, et tu es là aussi pour ça, évidemment. Alors justement, Guillaume, bonjour, merci d'être là. Guillaume, moi, le business des crédits carbone, je ne sais pas. Vraiment, j'ai besoin que tu nous expliques et tu nous plantes le décor. Donc on commence par le début. Bonjour. Bonjour à vous deux. Ça fait plaisir d'avoir l'occasion de parler davantage de Carbonable. Bonne question. Le crédit carbone, c'est quelque chose qui est pas facilement compris de tous. C'est un enjeu qui est assez complexe déjà aussi à la base. Il y a deux types de marché carbone. Le premier s'appelle le marché carbone marché carbone régulé. Celui-là, il a été introduit par le protocole de Kyoto en 1997. Et grosso modo, pour résumer, c'est des quotas de pollution, des quotas d'émissions carbone qui ont été imposés à toutes les industries particulièrement polluantes. Donc on pense notamment aux industries aériennes, etc. Suite à ça, il y a eu l'introduction du crédit carbone volontaire. Et donc ce crédit carbone volontaire-là est ouvert à tous. Donc tout type d'entreprise, pas forcément les plus polluantes. Et l'objectif, c'est très simple, c'est en fait de dire chaque entreprise émet des émissions carbone. On ne peut pas arriver neutre carbonement, quand bien même on réduit au maximum nos émissions carbone, il y a toujours un degré d'émissions carbone qui sont dites incompressibles. Et l'idée, c'est de justement compenser, donc contribuer à la neutralité carbone en bon français, en finançant des initiatives qui vont permettre d'absorber le carbone. Donc c'est quelque chose qui souvent se rapproche, ou du moins a eu de la mauvaise publicité, d'un point de vue greenwashing, mais l'objectif et la mécanique est très louable en soi, c'est mettre un prix sur la pollution. Ok, mais c'est leur choix. C'est leur choix là, parce que c'est pas imposé à ces petites sociétés. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le choix des entreprises, donc c'est pour ça que dire que c'est du greenwashing pour l'immense majorité, c'est faux, c'est vraiment un engagement. Après, il y a des règles qui sont en train de se mettre en place, donc l'institution européenne typiquement travaille fort, et d'ici 2023, entre 2023 et 2027, il va y avoir un certain nombre d'obligations qui vont être émises, notamment aux entreprises de plus de 500 employés, de faire un bilan carbone, et suite à ce bilan carbone, d'avoir des actions pour réduire leur empreinte carbone. Donc bientôt, ça va être une obligation pour les grandes entreprises et petit à petit pour les moyennes et les petites. Donc il y en a qui se préparent à ça déjà. Exactement, c'est la forme proactive, on va dire. Ça va être régulé, ça va être une obligation. C'est pour ça qu'il y a de très grands acteurs, tous les grands acteurs que l'on connaît, Amazon, Nike, etc. Tous ont déjà mis sur plan un commitment pour la neutralité carbone d'ici 2030, 2040, 2050 en fonction de ces entreprises-là. Mais c'est à la fois, je pense par bonne volonté, mais aussi par le fait qu'il va y avoir les régulations dans tous les cas qui vont arriver. Oui, mais alors donc, si je comprends bien, la neutralité carbone, c'est de dire j'émets du carbone forcément, parce que j'ai des ordinateurs, j'ai une usine, j'ai des machines, etc. Je fais des transports routiers, donc j'émets du carbone et ça ne changera jamais, évidemment, sinon l'entreprise ferme. Mais pour compenser ça, je finance de manière directe ou indirecte. En fait, les crédits carbone, c'est de financer de manière indirecte un projet, typiquement reforestation. Je te dis ça parce que il est d'usage de dire j'ai pris l'avion, donc j'ai fait planter 3 arbres, quoi, pour compenser mon émission carbone de l'avion. Alors c'est un peu simplifié, mais enfin ça revient à ça en fait. J'émets du carbone, donc je compense en plantant des arbres, quoi. Alors, mais pas que planter des arbres. Voilà. Alors, il existe plein de solutions. Pendant un moment, il y en a eu beaucoup qui ont le vent en poupe, typiquement les éoliennes, etc. Qui donnaient, en fait, quand on finançait ce type de projet, on avait le droit aussi à des crédits carbone. Aujourd'hui, la plupart, on va dire, des crédits carbone se tournent vers les solutions dites naturelles. Pourquoi ?
parce que en fait la nature est la meilleure solution pour absorber le carbone, tout simplement. Ah, solution naturelle, alors que l'éolienne, c'est une solution industrielle, en fait. Exactement. Ouais, ok. Mais elle n'absorbe pas le carbone, en plus, c'est juste qu'elle permet de réduire les émissions pour la même quantité d'énergie. Ok. Donc, c'était en cela qu'elle donnait droit à des crédits carbone, alors que vraiment, la nature, c'est la meilleure solution qui existe à l'heure d'aujourd'hui pour absorber le carbone. C'est une solution qui est scalable, parce qu'il y a beaucoup de terres aujourd'hui sur la planète que l'on peut régénérer. Il y a tous les terrains aussi agricoles que l'on peut convertir en fait en agriculture durable, agroforesterie. Et c'est autant de terres qui peuvent contribuer à absorber le carbone. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent justement que la nature à elle seule peut représenter 23% de la solution contre le réchauffement climatique. Et pourtant, aujourd'hui, elle reçoit que 3% du financement. Donc c'est un peu aussi là-dessus qu'on s'est basé avec Carbonable. C'est comment on peut faire pour faciliter, pour booster, pour catalyser les investissements dans ce type de projet. Ok. Et qui sont les porteurs de projets? Donc c'est pas des sociétés qui décident de monter des projets de reforestation ou ça s'appelle comment d'ailleurs, des projets des projets de puits carbone. De puits carbone. Ou alors, enfin, en anglais, c'est Nature-Based Solutions. C'est des solutions basées sur la nature. En français, on appelle ça des projets de décarbonation basés sur la nature. Donc, c'est un peu long. Mais on peut aussi dire juste la création ou la protection de puits de carbone. Donc, des puits de carbone, tout simplement, c'est des zones naturelles qui permettent d'absorber le carbone. Donc, concrètement, n'importe quelle zone naturelle peut absorber le carbone. Par contre, il y a des zones qui sont particulièrement intéressantes, donc notamment les zones tropicales, où l'absorption de carbone est beaucoup plus efficace que dans d'autres parties du monde. D'ailleurs, on peut refaire un petit cours de physique chimie élémentaire quand on avait tous 13 ans. La photosynthèse, en fait, c'est en ça que la photosynthèse, c'est les arbres captent le carbone pour libérer de l'oxygène. Okay. Exactement. Mais donc, moi, Claudia Loma, je ne vais pas aller en Équateur monter un projet. Qui sont les gens qui montent ce genre de projet? C'est justement un peu c'est la proposition de valeur, enfin une des propositions de valeur de Carbonable, parce qu'on a une solution à la fois pour les B2C, donc pour les individus, et à la fois pour les B2B. Pour les B2C, c'est vraiment en fait une manière simple, efficace de pouvoir contribuer à l'absorption carbone, donc de pouvoir contribuer à la régénération de la nature. Aujourd'hui, comme tu le dis, tu as le choix potentiellement de toi porter un projet et de le monter. C'est pas à la portée de tous, ça coûte beaucoup d'argent, il faut trouver du financement, etc., etc. Et tu as pas forcément d'autres alternatives, peut-être du crowdfunding sur certains projets spécifiques que tu peux trouver sur le Web 2. Nous, on rend l'action simple de A à Z, de pouvoir financer un projet et d'être récompensé aussi avec un rendement associé à cet investissement. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde capitaliste. Je veux dire, nous, à Carbonable, on n'est pas des révolutionnaires. On n'a pas accès aux 197 pays pour prendre des décisions. Donc, notre postulat et notre manière de penser, c'est qu'on est pragmatique. On se dit, OK, on est dans un monde capitaliste. Il faut jouer avec les règles du monde capitaliste pour pouvoir créer un impact durable. Okay. Ça, c'est vraiment intéressant que tu développes ça. Parce que dans l'esprit des gens, y compris dans le mien, on se dit... Sauvegarder la nature, c'est tellement pur comme objectif, c'est tellement... c'est une mission de vie. C'est une mission de vie, c'est une mission de toute l'humanité. Et là, tu nous parles de marché, de revendre, acheter des crédits carbone, ce qui est la réalité depuis déjà plus de 20 ans. Donc, ce serait intéressant que tu nous parles ça. Pourquoi ce marché capitaliste doit exister dans ce marché carbone, finalement? Alors, ma perception des choses, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Explique-nous, Guillaume, comment... Il faut que ce marché capitaliste existe avec l'achat-revente de crédits carbone pour stimuler cette protection de la planète. Ma perception des choses, en fait, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Le risque climatique, l'urgence climatique, c'est une urgence. Les derniers rapports du GIEC sont vraiment accablants. Il faut agir maintenant et de manière globale. C'est-à-dire tout le monde, que ce soit les individus, que ce soit les entités privées, que ce soit les entités publiques, on doit tous agir. Encore une fois, on est dans un monde capitaliste. On peut pas changer ce système-là. Il faut partir de ce postulat-là, sauf si on part sur une grande révolution, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, les entreprises sont essentielles pour, de manière générale, la société. Elles ont leur rôle à jouer et elles doivent contribuer à financer ce genre de projet. Les projets ne peuvent pas naître sans argent. Il faut de l'investissement. Alors bien évidemment, il faut davantage d'investissement public, ça c'est sûr, mais il faut aussi de l'investissement privé parce que le public ne peut pas financer la régénération de la nature à l'échelle internationale. Et les financements privés,
Et ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se dit, il y a à la fois les entités type entreprise, mais il y a aussi les individus. Chaque individu peut avoir, on va dire, l'incitatif à financer ce genre de projet. Ce qui n'existe pas sur le marché actuel, c'est ça, hein? Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est pas la notion de finance associée, de rendement associé à ces projets n'existe pas. Sur le Web 2 ou sur les solutions de crowdfunding ou etc. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de rendement en retour des dons qu'on va effectuer sur ce type de projet. Nous, ce qu'on inclut là-dedans, c'est la dimension d'avoir un rendement sur cet investissement. Et pourquoi ? Parce que pour nous, c'est un élément clé pour la scalabilité de ce genre d'initiative. N'importe quel individu, lorsqu'il investit dans une solution, il s'attend à avoir un retour, tout simplement. Quand j'investis dans un immeuble, je me dis, je vais pouvoir le mettre en location et obtenir un retour sur investissement. C'est la dynamique du marché. Et aujourd'hui, on l'applique, cette dynamique, pour quelque chose qui a un impact considérable sur la planète, qui est mis en avant par le GIEC comme étant une des solutions prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique, tout en incluant cette dimension de rendement, à savoir j'investis pour le bien et pour le bien de mon portefeuille. Le GIEC, alors rappelons que juste le GIEC, c'est ce groupement de, je crois il y a des milliers de scientifiques de tous les pays qui émettent un rapport sur le réchauffement climatique, un rapport je crois tous les 3 ans, ou quelque chose comme 2 ans ou 3 ans. Il y a beaucoup de rapports et de sous-rapports. Des sous-rapports. Ouais, bon, en tout cas, le GIEC alerte depuis 20 ans sur l'urgence climatique. Le GIEC parle des crédits carbone en disant qu'il faut qu'il y ait un marché actif et stimulé du crédit carbone. Ils mettent en avant bien évidemment le crédit carbone. C'est une dynamique qui est fondamentale pour justement notamment la régénération de la nature. Ils mettent en avant aussi les côtés un petit peu plus sombres et qu'il faut régler. Et ce à quoi aussi on s'attache avec Carbonable. C'est-à-dire qu'on on fait pas business as usual, on va beaucoup plus loin. L'idée quand on investit dans un projet Carbonable, c'est qu'on investit dans un projet qu'on considère comme premium. Un projet premium, c'est-à-dire un projet qui à la fois est très intéressant d'un point de vue absorption carbone, mais aussi un projet qui a des impacts très positifs sur les communautés locales. C'est-à-dire n'importe quel projet, quasiment, sur les zones tropicales, va impliquer des communautés locales. L'idée, c'est que ces projets-là puissent permettre le développement, par exemple, de l'égalité des genres, de favoriser l'accès à la scolarisation pour les enfants des personnes qui travaillent sur les projets, etc. Il y a plein d'objectifs de développement durable qui sont rattachés à ces projets, et aussi, bien évidemment, la protection et la préservation de la biodiversité, qui est aussi un enjeu particulièrement primaire pour... Ouais, mais moi, je voudrais juste revenir en arrière avant de passer au projet au Costa Rica. Je voudrais revenir en arrière sur le rendement pour que les gens comprennent bien. Donc, en fait, toi, tes clients sont des entreprises, mais sont aussi des particuliers. Et dans les particuliers, il y a 2 types de particuliers. Il va y avoir 3 types de particuliers. Il y a le premier particulier qui se dit... J'ai lu le rapport et vraiment qu'est-ce que je peux faire à part arrêter la viande, trier mes poubelles, comment je peux m'engager, et qui lui est pris dans sa vie de tous les jours, il est pressé comme un citron et en fait il peut pas développer un projet un peu carbone, et donc il entend parler de vous, il se dit ok, mais moi je vais investir de l'argent, je vais soutenir des projets, comme un crowdfunding en fait, ok, et puis en fait en investissant ça génère en fait, on va simplifier, des intérêts. Donc un rendement, aux alentours entre 8 et 12, je crois. Enfin, ça on en parlera peut-être plus tard. 8 et 12%, on va peut-être détailler. Après. Puis tu as des gens qui tout simplement n'ont rien à faire de la planète et se disent, moi je ne veux plus mettre mon argent à la banque tous les mois pour mon fils ou mon livret A, et je veux continuer à économiser pour mes enfants dans des solutions qui vont m'assurer du rendement. Et donc là, en fait, tu leur apportes une solution de rendement. Et puis tu as le troisième qui lui, en fait, il veut s'engager, mais il veut absolument du rendement, et donc il cherche les meilleurs projets, en l'occurrence des projets comme vous. Donc je trouve que c'est intéressant d'allier l'engagement, donc l'acte militant de vouloir soutenir des projets, et en même temps, égoïstement, de se dire, moi je dois penser à l'avenir de mes enfants, et je dois capitaliser. C'est vraiment le message clé en fait, c'est faire du bien à la nature et faire du bien à son portefeuille. C'est la réalité. On unit en fait ces deux aspects-là qui sont fondamentaux aujourd'hui. On doit préserver la planète et mine de rien, on doit aussi faire attention à son portefeuille. Maintenant,
pour revenir sur les 3 types de personas, on va rajouter le 4e qui est l'entreprise. On donne d'ailleurs la possibilité aussi de ne pas toucher le rendement et de simplement en fait brûler ses crédits carbone. C'est-à-dire en tant qu'individu, nous tous en France, la moyenne c'est on génère 11 tonnes de crédit, enfin 11 tonnes de carbone par an. Ça c'est la moyenne. Pour donner une idée, un simple aller-retour à New York c'est environ 2 tonnes. Pour donner encore davantage de contexte, le GIEC met en avant qu'il faut qu'on arrive à l'échelle personnelle tous à une moyenne de 2 tonnes par an. Donc, c'est-à-dire que tu prends un seul vol New York et, ça et entre guillemets, t'es déjà à ta limite. Donc l'idée, c'est de dire aussi, nous, on permet de dire, en tant que citoyen, j'ai le choix de dire, je veux même pas toucher le rendement, je fais vraiment ça juste parce que le bien fondé de l'action et je veux compenser mes émissions carbone à moi. En fait, on fait si son j'étais une entreprise. Oui, on fait son propre bilan carbone individuel. Donc ça, il y a cette persona-là. Ensuite, les 2 autres types de personas, pour moi, se ressemblent un peu. C'est effectivement investir dans quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Tant qu'à faire, s'il y a un impact, encore mieux. Mais on va dire, c'est pas nécessairement, c'est pas uniquement le critère de choix. Alors, on va pouvoir parler du rendement, qui est forcément un élément important dans toute forme d'investissement. Il s'avère que en fait le rendement est très intéressant sur ce type d'investissement. Pourquoi ? Aujourd'hui, pour vous donner une idée, le marché du crédit carbone volontaire, c'est environ 1 milliard de dollars. Enfin, ça a été 1 milliard d'euros en novembre 2021. Donc ça franchit la barre en novembre 2021. Et les forecasts, les projections d'entités comme Bloomberg ou comme McKinsey parlent d'un marché qui peut atteindre jusqu'à 200 milliards de dollars d'ici 2030. Donc ça va exploser. Ça fait x200. Ça va exploser. Et parce que justement toutes les entreprises vont être amenées à proactivement, voire réactivement, être amenées à absorber davantage de carbone. Donc, et à financer ce genre de projet. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix du crédit carbone va faire x10, x20, x plus dans les années à venir. Donc quand j'investis dans un projet carbone, j'investis dans un projet de protection de la nature, j'investis dans un projet qui va générer des crédits carbone et qui vont prendre énormément de valeur. Donc si on se base sur ces projections-là, le rendement au pire, selon les forecasts de McKinsey et de Bloomberg, est d'environ 12%. Donc ça c'est au pire, c'est-à-dire que si j'investis 100 aujourd'hui, je vais avoir 12 chaque année sur toute la durée de vie du projet, à savoir 25 ans en moyenne. Et au mieux, ça peut dépasser même les 100%. Ah oui, il y a des gros cabinets comme McKinsey ou Bloomberg qui ont étudié la question et qui disent le rendement peut être de l'ordre de plus de 10%. Alors ces cabinets ne mettent pas en avant le rendement parce que vraiment notre proposition de valeur à l'heure d'aujourd'hui, elle est, j'ai envie de dire, distinctive. Ils mettent en avant plus le prix du crédit carbone. Oui, qui va exploser. Précisons, c'est intéressant. Alors, le crédit carbone volontaire, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans le cadre d'un État, d'une institution ou de l'ONU. On est dans du volontaire, donc des citoyens qui se regroupent. Donc, c'est l'objet aussi de Carbonable, c'est d'aider les projets. Alors, ça, c'est des projets qui peuvent naître de n'importe quel citoyen qui dit on va faire un puits carbone dans la nature, par exemple. Et là, on va aller voir ensuite un organisme certificateur de type WildSense, par exemple, qui est ou Verra, ou Gold Standard, exact. Ou Gold Standard, ou Verra, et qui, ces organismes sont reconnus internationalement, et eux vont dire, ok, ça, c'est un vrai projet puits carbone, et on va émettre avec ça un crédit carbone. Exact. Donc, le processus, c'est vraiment, il y a des porteurs de projets, donc ça peut être soit des individus, soit des petites entités, soit des grandes entités, ça peut être des ONG, petites ONG internationales, qui mènent à bien un projet de régénération de la nature ou de protection de la nature. En l'échange de leur travail, qui nécessite forcément de l'argent, donc typiquement ce genre de projet, on parle plutôt de millions d'euros que de quelques dizaines de milliers. Ce type de projet-là nécessite de l'argent, et en récompense du financement de ces investissements, on va récupérer des crédits carbone. Okay. Et donc ces crédits carbone-là sont certifiés, comme tu le mentionnais, par des organismes internationaux, Verra, Gold Standard, WildSense. C'est eux qui certifient qu'il va y avoir tant de tonnes de carbone absorbées grâce à la création de ce puits carbone ou à la protection de ce puits carbone. Ils servent de validateurs, ils garantissent. C'est des gages de sécurité. C'est des gages de sécurité. Ok. Maintenant, question, les projets, ils viennent à vous ou ils viennent d'ailleurs? C'est-à-dire que moi, j'habite le Costa Rica, j'ai un projet. Comment j'arrive chez vous?
Costa Rica, parce que justement, vous êtes sur le Costa Rica en ce moment. Oui, j'y viens pas par hasard. Hein. On va pouvoir en parler de ce projet en question. C'est assez marrant parce qu'on est assez jeune, finalement. On a été créé en septembre et on s'est lancé officiellement donc en mai, donc c'est encore récent. En septembre, là, 2021 ? Ouais. C'est ça ? Ah oui, ok. Oui. Et en fait, le bouche à oreille a déjà assez bien marché puisque des projets d'eux-mêmes sont venus nous contacter. Okay. Donc, ça montre un point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un besoin criant de financement pour ces projets. Les porteurs de projets sont à la demande de financeurs. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des projets qui viennent à nous. Nous aussi, on a un réseau quand même assez développé. Sur notre board d'advisors, il y a la directrice d'Amérique latine de CARE, etc. Il y a des personnes, on va dire, très bien connectées d'un point de vue environnement qui nous soumettent également des projets. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi les certificateurs en tant que tels. Parce que les certificateurs en tant que tels vont être approchés par des porteurs de projets qui sont dans le besoin de trouver un financement. Et donc, ces certificateurs-là, eh bien, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Ils nous soumettent des projets à soutenir d'un point de vue financier. Ok. Et pour que les auditeurs comprennent à quoi ça ressemble un projet, tu peux nous parler des 2 projets qui sont dans le pipe pour le moment, dont celui au Costa Rica ? Oui, alors on a effectué ce qu'on appelle notre preuve de concept. Donc on a effectué les 2, on a financé nos 2 premiers projets. Donc un premier projet qui était au Costa Rica, c'était de la régénération de forêt, donc de reforestation. C'était une zone justement qui était dans une forêt tropicale et qui a été rasée pour construire une ferme. Et aujourd'hui, elle a été réhabilitée pour revenir en fait à son état naturel, à savoir. Et voilà, et c'est super important parce que c'est un espèce de couloir qui causait des problèmes pour la circulation, par exemple, des animaux, donc des jaguars, etc., qui devaient contourner maintenant cet espace-là. Et maintenant, on recrée un lien dans cette forêt pour plus qu'il y ait justement ces zones où ces animaux sauvages ne peuvent plus voyager. Exactement. Donc, il y a, comme je disais, c'est à la fois très intéressant d'un point de vue carbone, mais c'est aussi très important d'un point de vue biodiversité. Donc là, on parle de jaguars, de tapirs, on parle de perroquets. Je veux dire, c'est des espèces magiques, en un sens. Et en plus, en voie de disparition, progressivement. Pour certaines d'entre elles, exactement. Donc c'est primordial à ce niveau-là. C'est un projet que, pour info, on a sold out, donc on a vendu sur la blockchain en 1 seconde 2. Donc c'est ça aussi qui est beau dans un certain sens, c'est de se dire ce genre de financement qui théoriquement peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant de voir le jour, et bien grâce au Web3 et grâce au fait qu'on rende accessible à tous cet investissement, il a été financé en 1 seconde. Ok, mais attends, vous aviez une communauté pour vendre ça aussi vite ? Eh bien, oui, bien évidemment, on n'a pas juste... voilà. Mais notre communauté, elle a été créée de zéro. On est parti de zéro. Petit à petit, on a fait des interviews à droite, à gauche. Les gens sont intéressés, les gens nous ont suivis sur Twitter, sur Discord. Et ils étaient tous super intéressés à savoir quand est-ce que va sortir le premier mint. Mais oui, donc il y a eu un drop de NFT. Alors, c'était quand ce drop ? Alors, c'était en mai. Les deux ventes ont été effectuées en mai. La première, donc justement, je disais au Costa Rica. La deuxième, c'était un projet de régénération de mangrove. Donc la mangrove, c'est, vous savez, ce petit arbre qui pousse dans l'eau. Non, justement, on savait pas. On n'osait pas poser la question. Moi, je pensais que c'était un poisson, moi, de mangrove. Donc en fait, c'est un petit peu, c'est vu comme des arbres, mais ils poussent dans l'eau et ils sont sur les côtes. Et c'est super important à plein de niveaux. Ça permet d'éviter l'érosion des terres. Et donc souvent quand on enlève ces mangroves-là, la terre est abîmée clairement et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les communautés locales. C'est aussi super important d'un point de vue biodiversité. Il y a plein de poissons qui utilisent la mangrove pour se cacher, pour se nourrir. Il y a des étoiles de mer, des éponges de mer. Il y a plein de choses super intéressantes aussi. Il y a tout un écosystème dans ces... Exactement, qui vont servir ensuite de nourriture pour d'autres animaux, etc. C'est vraiment l'écosystème. Et ce projet de régénération de la mangrove au Panama, on a eu la bonne idée de le mettre en vente le jour même de l'effondrement du Luna. Donc c'était pas forcément le meilleur timing, on va dire. Rappelons que c'était un stablecoin qui s'appelait Terra de Luna. Ouais, okay. Non, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la crypto, c'est juste un tsunami qui a fait s'effondrer l'écosystème. Et donc Guillaume a lancé son projet ce jour-là. Le deuxième, voilà, c'est ça. Le deuxième projet a été financé ce jour-là, mais ce qui est magnifique, encore une fois,
c'est que même dans ce contexte cataclysmique un petit peu, on a financé entièrement ce projet en moins de 10 minutes. Donc c'est quand même, assez fou. C'est parce que si c'est un projet qui est presque... Enfin, il n'est pas décorrélé de la crypto, parce que j'imagine qu'on le paye en crypto, mais c'est décorrélé parce que derrière, d'abord, il y a quelque chose de physique, puis il y a un vrai projet avec des vraies valeurs, et puis l'investissement, il démarre à 100 €, donc c'est pas que je risque ma fortune. Donc il y a quelque chose de rassurant de par la petite somme à la porte d'entrée, et de par le fait qu'il est adossé à quelque chose qui existe vraiment, en l'occurrence les mangroves. Tout à fait. Donc oui, je me permets de rebondir sur ce point parce que justement je pense que c'est important aussi pour nos auditeurs qui sont on va dire orientés Web3 aussi, c'est qu'on ait une solution un petit peu on va dire super intéressante sur un point qui est qu'en fait on est backé par le monde réel. On n'investit pas dans quelque chose qui est purement soit spéculatif, soit qui vit dans le Web3. Ouais. On investit dans quelque chose qui est backé par le monde réel et qui est le crédit carbone. Et donc ça a une valeur forte parce que dans l'univers de la DeFi, de manière générale, les deux questions clés que se posent les investisseurs, c'est d'où vient le rendement et ensuite combien de temps va durer le rendement. Et ben avec Carbonable, ces deux réponses sont claires comme l'eau de roche. C'est d'où vient le rendement ? De la revente des crédits carbone sous-jacents, donc c'est quelque chose de tangible et de concret lié au monde réel. Et combien de temps ? Sur toute la durée de vie du projet, à savoir entre 20 et 30 ans, en fonction des différents projets. C'est-à-dire que prenons le Costa Rica, quand tu dis 20 ou 30 ans, c'est 20 ou 30 ans de travail pour reforester, mais l'idée c'est que la forêt dure un millier d'années après, évidemment, on est d'accord. On ne va pas abattre les arbres pour faire du papier. On ne va pas abattre parce qu'effectivement, il y a des projets, il faut se méfier, il y a eu des projets un peu escroquerie, où on vous dit qu'on a planté des arbres, alors ils plantent les arbres, mais au bout de 5-10 ans, ils les fauchent pour revendre ça du papier. Tu sais, quand tu prends un avion Ryanair, ils veulent te vendre des petits tickets pour replanter des arbres. En fait, ils impriment le billet avec. Tu parlais des gens en Web3. Revenons sur le côté NFT pour rappeler que c'est des tokens non fongibles, c'est-à-dire c'est des tokens uniques. Et donc, quand on achète le NFT Carbonable, le NFT du Costa Rica, en fait, on aide très précisément le Costa Rica à reforester une zone bien délimité, et ce NFT il est unique, hein. On n'a pas un token de Carbonable qui investit dans plein de pays. On est vraiment sur le Costa Rica quand on achète celui du Costa Rica. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut se relier à son NFT en disant quand on le voit dans son wallet, on se dit tiens, là je soutiens un projet Costa Rica, c'est un pays que je connais pas. En fait, on amène de l'humanité dans quelque chose de virtuel, parce qu'on peut visualiser le projet, de quelque chose de tangible. Mais moi j'ai une question. La blockchain, elle apporte quoi là justement, c'est... Ouais, je te laisse finir. Parce que j'allais faire la question et la réponse, c'est mon gros défaut. Je veux dire, je pourrais faire le podcast toute seule, moi je rigole. Mais en fait, la blockchain, elle sert à diviser la propriété, le projet, ou elle sert à autre chose ? Ouais. Alors il y a plein d'intérêts de la blockchain. Déjà, il y a du capital qui dort de manière générale. Donc c'est aller toucher une autre forme de capital. Oui. Mais surtout, fondamentalement, en fait, ça permet de débloquer plusieurs situations. Premièrement, la traçabilité. C'est ce que tu mentionnais, Benjamin. C'est, en fait, un crédit carbone est lié au projet qu'il a généré. Il y a pas un prix pour tous les crédits carbone. Ça n'existe pas. Il y a des crédits carbone de très mauvaise qualité qui coûtent environ $2. Il y a des crédits carbone de très bonne qualité qui coûtent plus de $100 dès aujourd'hui. Très bonne qualité, ça veut dire projet de reforestation sérieux. Et quand tu dis mauvaise qualité, c'est un projet pas sérieux, en gros. Ou qui potentiellement n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, potentiellement. Qui a périclité. Okay. Voilà. Et donc en fait, voilà, il y a vraiment des différentes fortes de qualité entre les projets. Donc aussi bien sur le fait que cela perdure dans le temps, aussi bien sur les impacts que ça génère. Donc comme je disais, sur les communautés locales, sur la biodiversité, il y a beaucoup de choses qui vont, on va dire, faire fluctuer le prix d'un crédit carbone. Donc nous, on se base vraiment sur le fait que chaque projet est unique. Donc chaque projet va être une collection de NFT, et chaque collection de NFT va avoir son lot de métadonnées qui est complètement unique. On sait dans quel pays ça a lieu, on sait qui est l'organisme certificateur, on sait qui est le porteur de projet, on sait quels sont les objectifs de développement durable qui sont soutenus, on sait combien de temps il va durer, etc., etc. Et toutes ces informations-là, elles sont uniques à chaque projet. Et ensuite, à l'intérieur d'un même projet, pourquoi le NFT ? Parce qu'en fait, on peut aller jusqu'à la parcelle
de terrain qui a été régénéré ou protégé. On peut mettre ça dans le NFT carrément. Voilà, même le côté géolocalisation de ce qu'on a permis de soutenir. Tu peux mettre les coordonnées GPS de la plateforme. Exactement. Et à un moment donné, on pourra même utiliser, pourquoi pas, le métaverse à un moment donné pour permettre aux personnes qui détiennent ces NFT de voyager dans cet environnement et voir quel aurait été leur impact. De voyager virtuellement sur la parcelle de terrain au Costa Rica qu'on a aidé à reforester. Ouais, et ce qui serait génial, c'est de pouvoir, dans le métaverse, voir l'évolution des plantes qui poussent, en fait, en accéléré et de vivre avec elles, de partager un moment. Et le deuxième point vis-à-vis de la blockchain, c'est l'aspect finance décentralisée. C'est en fait de se dire, fragmenter une opportunité d'investissement. Un projet comme ça, typiquement, la norme, on va dire ce que je disais, c'est le $1 million et plus. Ce projet-là, eh bien, au lieu de demander à une grande entreprise de poser $1 million sur la table, on va le fragmenter en plein de petites pièces, donc de $100, donc 10 000 pièces de $100, donc des NFT, pour que tout un chacun puisse participer, pour qu'ensuite des petites et des moyennes entreprises aient accès à ces opportunités d'investissement. Aujourd'hui, elles n'ont pas accès à ce type d'investissement. On ouvre les portes de cet investissement à tous. Okay. Et aujourd'hui, si on voudrait faire ça dans la réalité, eh bien, il faudrait pour chaque projet créer un trust qui va complexifier grandement, aussi bien d'un point de vue légal que opérationnel, le déclenchement et le financement de ces projets. Un trust, c'est une structure juridique comme une société. Donc la blockchain ici, elle fluidifie le process. Elle facilite du coup l'accès à la propriété au plus grand nombre à ces crédits carbone. Alors j'ai une question, en fait moi je me pose toujours cette question parce que je me mets à la place du bon parent de famille, parce qu'on n'est plus bon père de famille, bon parent de famille qui investit pour ses enfants. J'aime bien ça parce que ça concerne plein de gens qui doivent nous écouter et se dire mais et s'il fait faillite, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Alors déjà quand bien même on fait faillite, les bienfaits des projets qui auraient été générés, eux, seront réels. Donc c'est quelque chose déjà qui je pense, est intéressant, surtout qu'on veut laisser à nos futurs enfants ou à nos enfants actuels un monde meilleur. Ça, je pense que c'est la base. D'autre part, nous, encore une fois, on est ancré dans le monde réel. Donc ça veut dire qu'en fait, les crédits carbone, ils sont dans les registres des certificateurs. Donc c'est quelque chose... ça existe, c'est dans le registre des certificateurs, c'est tracé, etc. À un moment donné, et bien évidemment, on ne souhaite pas ça et on n'y pense pas. Quand bien même, si un jour ça arrivait que Carbonable n'existait pas, on peut tout simplement retracer les détenteurs des NFT avec les crédits carbone qui sont dans les registres. Grâce à la blockchain en plus. Exactement. Grâce à la blockchain. Donc en fait, mon achat, vous êtes mon interlocuteur, mais vous n'êtes pas le propre. Ce n'est pas vous qui détenez le... Alors, aujourd'hui, c'est nous qui les détenons. Parce qu'en fait, on est une solution clé en main, à la fois pour les investisseurs, à la fois pour les entreprises. Pour un investisseur, s'il détenait les crédits carbone, ce serait à eux de les revendre, etc. Donc ça complexifierait grandement, on va dire, cette notion de rendement, on va dire, automatisé. Donc c'est nous qui détenons les crédits carbone, qui les revendons au nom d'eux. Donc on agit au nom des investisseurs. Mais si un jour nous venions à disparaître, c'est assez simple de retracer justement les investisseurs au crédit carbone généré. En fait, si je comprends bien, si Carbonable disparaît, l'argent que j'ai mis moi en achetant le NFT, il sera allé au Costa Rica de toute façon. Ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Donc déjà ça c'est acquis. En revanche, si Carbonable périclite, effectivement, à ce moment-là, je n'aurai plus mon rendement. Mais bon. Mais tu auras accès à tes crédits carbone. Mais j'aurai accès. Voilà. Ah oui, et je pourrai aller sur un autre marché éventuellement. Et libre à toi de les revendre. Et libre à moi de les revendre. Et le NFT vit sa vie sur la blockchain indépendamment de la vie de Carbonable l'entreprise en fait. C'est ça qui est vraiment puissant. Et alors je t'ai coupé tout à l'heure, tu parlais de burner son... Oui. En fait, ça veut dire simplement utiliser son crédit carbone. Un crédit carbone, tant qu'on ne l'utilise pas, c'est toujours un actif. C'est un crédit carbone, il est là pour être utilisé. Donc quand je suis une entreprise et que je fais mon bilan carbone, je vais utiliser mes crédits carbone, je vais les brûler. Donc je les ai plus en ma possession, je les ai déclarés et du coup... Non, attends, je traduis. Tu as déclaré que tu avais pollué autant et donc les crédits carbone que tu as achetés, donc une entrée, une sortie, zéro. C'est un peu comme si on simplifie la chose, quand tu reçois des crédits carbone, tu reçois, on va dire, des coupons. Tu as reçu plein de coupons qui disent « Ok, j'ai financé tel projet qui m'a généré 100 crédits carbone. » Si aujourd'hui, quand tu fais ton bilan carbone, tu dois en utiliser 90, bah, tu vas brûler ces 90 coupons et il t'en restera plus que 10. En fait, c'est le principe de j'ai pris un avion pour New York,
donc j'ai financé un projet pour planter 10 arbres. En fait, en gros, c'est ça. Et mon argent est parti à ça, quoi. En fait, ça veut dire je brûle mon NFT carbonable, ça veut dire qu'il n'ira plus jamais sur le marché. Ça veut dire que mon argent a été unique. Alors tu brûlerais pas le NFT, tu brûlerais tes crédits carbone, parce qu'un NFT va générer plein de crédits carbone. L'idée, c'est que quand tu investis dans un NFT, tu investis dans une portion du projet. Donc tu investis dans une parcelle qui absorbe du carbone pendant 25 ans. Donc pendant 25 ans, cette parcelle-là va générer plein de crédits carbone. Et en fonction que je vais à New York ou pas, il y a une partie qui produite qui est partie à mon voyage, mon aller-retour à New York. Exactement. Sur ce NFT-là, chaque année, en fait, de manière continue, tu touches ton rendement. Ton rendement, il est au prorata de l'absorption carbone sur les 25 ans. Et à un moment donné, tu peux dire, plutôt que toucher ce rendement, je ne perçois pas mon rendement, et à l'inverse, je l'utilise comme un crédit carbone. Donc pour compenser, mais voilà. Ok, intéressant. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Il y a de la finance, il y a des enjeux de société, c'est très chouette. Alors tu me disais en off tout à l'heure, pourquoi toujours Costa Rica, Afrique, toute la zone autour de l'équateur? Tu me disais parce que sur la Terre, c'est vraiment au plus proche de l'équateur, dans les zones tropicales, que la nature peut au maximum absorber le CO2. Donc ça, c'est un effet physique, géologique, chimique, j'imagine. Exactement, c'est ça. De manière générale, ces zones-là absorbent plus le carbone, sont plus efficaces. Une même forêt, déjà, il n'y a pas les mêmes essences qui poussent de partout sur la planète. Ouais. Mais au-delà de ça aussi, le climat, la quantité de lumière, etc., influence grandement sur la capacité d'absorber. Et donc, ces zones-là sont les zones les plus... les prioritaires à reforester, et en plus de manière générale c'est celles qui ont subissent le plus de déforestation aussi, parce que c'est souvent des zones en voie de développement, dans lesquelles en fait les gens jusqu'alors pensaient qu'il était plus rentable de raser une forêt et de mettre un champ de vaches versus protéger une forêt. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, je pense, pour le grand public, c'est de dire effectivement, dans tous les cas, s'il n'y avait pas cet incitatif financier à protéger la forêt ou à régénérer la forêt, ce qui se passerait, c'est que c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est-à-dire des millions d'hectares annuels qui sont défrichés pour mettre des champs de vaches, pour construire des industries, etc. Ouais, c'est l'industrie de la viande. Il y a deux problèmes. C'est effectivement raser les forêts pour mettre des bovins, et aussi raser d'autres forêts pour ensuite faire planter du soja pour nourrir les bovins. Et c'est pour ça que le GIEC dit que la viande, je crois, est responsable de 20% des émissions de CO2 sur toute la planète. C'est monstrueux. C'est monstrueux, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, Carbonave, vous en êtes où? Parce qu'en fait, ça a l'air d'être le projet miracle. Nous, on était très excités par ça. C'est vrai, mais aujourd'hui, je pense que vous allez faire une levée de fonds. Ouais. Et donc ça, c'est votre premier besoin, je dirais, pour vous développer. Il y en a d'autres, par exemple, des porteurs de projets qui peuvent venir vous trouver. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase où on a fait notre preuve de concept. On est en phase active de levée de fonds, parce que justement on s'est aussi entouré d'une équipe qui est très très forte. On est assez fiers d'avoir ramené des pointures à la fois sur le côté Web3, à la fois sur le côté impact. Ces personnes-là, il faut d'une manière générale les sécuriser, et donc il faut avoir les moyens de les embaucher tout simplement. Et puis de pousser l'action, donc aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue communication, etc. Donc la levée aujourd'hui, c'est pour scaler, c'est pour accélérer, continuer le développement de la solution pour que les personnes qui ont investi dans les NFT touchent leur profit, leur rendement, etc., etc. Donc ça, c'est plus le côté opérationnel. Et puis il y a le côté B2B qu'on est en train de développer. On vient de lancer en fait cette porte-là, et on se rend compte que l'intérêt est très grand. On est en contact avec certains acteurs institutionnels, donc assez gros en France, mais aussi des petites entreprises, comme on disait. En fait, on rend accessible à toutes les entreprises, l'investissement dans les projets de décarbonation. Donc, aujourd'hui, une entreprise, elle a deux choix. Elle va acheter des crédits carbone de manière réactive, c'est-à-dire chaque année, elle va acheter les crédits carbone qu'il lui faut, et ça va lui coûter de plus en plus cher, et à un moment, ça va coûter très très cher. Soit elle est proactive et elle se dit je vais financer des puits de carbone qui vont m'assurer, qui vont me sécuriser mes crédits carbone sur les décennies à venir. Et nous, donc, ce qu'on leur permet, c'est d'avoir ce raisonnement proactif de manière très très simple. Nous, on est
on est les personnes qui faisons la sélection des projets, donc on sélectionne uniquement des projets premium. On facilite l'accès à ces financements. Vous avez différents types de projets dans différentes géolocalisations avec différents impacts de développement durable. Vous pouvez vraiment sélectionner les projets qui vous plaisent le plus et vous pouvez investir juste à la hauteur de ce dont vous avez besoin. Versus finalement financer un projet dans sa totalité et un seul projet. Donc vous diversifiez vos risques et vous gagnez surtout en fait une énorme économie de coûts parce que c'est ce qu'on disait, plutôt qu'acheter des crédits carbone à des prix qui vont dépasser les $200, vous allez financer un projet qui va vous générer des crédits carbone à un prix figé, gelé sur les décennies à venir. Ok. Ouais, moi j'aurais bien aimé que tu nous parles de l'équipe parce que je crois savoir, donc toi tu as un passé plutôt dans l'ingénierie, plutôt dans l'informatique, mais autour de toi il y a toute une série d'experts qui viennent d'univers très différents. Il y a aussi quelqu'un, je crois, de chez Consensus, enfin bon, disons, qui est une entreprise majeure dans le Web3. Mais j'aimerais bien que tu parles de cette équipe parce que on sent bien qu'il y a des enjeux un peu dans tous les sens. Quand on monte un projet comme Carbonable, c'est 360. C'est 360 degrés, quoi. Oui, bien sûr. Donc de mon côté, effectivement, moi, c'est davantage la casquette produit. Donc j'étais le leader de différents produits digitaux. J'ai vécu pendant 8 ans au Canada, donc c'était là-bas où j'ai effectué ça principalement avant de revenir en France et de poursuivre là-dedans. Donc c'est la partie produit, c'est-à-dire l'intersection entre le développement, le marketing, le business. Donc toute la stratégie associée à ces produits digitaux. À côté, donc il y a mon cofondateur. On est 2 cofondateurs. L'autre cofondateur, c'est Ramzi. Ramzi, lui, a plus la casquette opérationnelle, on va dire. Il a été directeur donc d'entrepôt pour des grands groupes type Procter & Gamble, Coty, etc. Donc c'est vraiment l'aspect opération et gouvernance qu'il domine, logistique, etc. À côté de ça, donc comme on a dit, il y a 2 autres gros piliers. Il y a le pilier Web3, puis il y a le pilier Impact. Le pilier Web3, alors on a notre acting CTO qui est Abdel Bakta, qui est une célébrité un petit peu dans le monde du Web3. Je vous invite à taper son nom sur internet, vous verrez plein de vidéos. D'accord. C'est une personne charismatique et très reconnue. Et à côté de ça, il y a une autre personne, je peux pas mentionner son nom encore aujourd'hui parce que ça va être post-levé. Mais un autre, ex high potential de Consensus, donc il était dans la catégorie des high potential, qui nous rejoint suite à la levée, et pour être le chief of blockchain et superviser donc justement tout le côté Web3. Et à côté de ça, on a aussi l'énorme privilège de travailler avec Colin DeBale. Donc Colin DeBale, c'est la cofondatrice de Time for the Planet. C'est la co-autrice de la dividende climat. Donc aussi bien que ce soit Time for the Planet ou la dividende climat, c'est des achievements énormes sur le secteur de l'impact et plus particulièrement du carbone. C'est bien parce que j'allais te couper en te disant mais où sont les femmes dans ton projet? C'est un projet qui vise à l'inclusion et tu t'es bien rattrapé, c'est bien. Et on a dans l'équipe, on a plusieurs autres femmes. On est grosso modo à 50-50 d'ailleurs. Ah, bravo. Et Time for the Planet, je connais pas, c'est comme une ONG, c'est ça ou c'est une... Alors, excuse-moi Colin si un jour tu écoutes ce podcast, je vais essayer de le simplifier. C'est un peu une entreprise communautaire. C'est comme ça que je le c'est une espèce de fonds, un fonds d'investissement communautaire. C'est-à-dire que c'est une association, mais ils investissent dans des boîtes qui travaillent pour justement lutter contre le réchauffement climatique et plus particulièrement qui œuvrent sur le thème du carbone. Donc en fait, qu'une personne comme ça investisse chez nous et décide de travailler chez nous, c'est quand même, c'est quelque chose qui est bien évidemment glorifiant et on en est ravis. Un beau label de qualité. Voilà, et même un Abdel Bakta, même l'autre personne de Consensus. Je veux dire, c'est beau de se dire en fait que ce projet parle à tous. Et vraiment génère un enthousiasme assez grand, quoi. C'est bientôt la fin du podcast, donc moi j'aime toujours bien faire une pirouette à la fin. Je dirais que c'est c'est un projet qui parle à tous, mais qui nous concerne tous. Exactement. Et qui peut servir à tous, puisqu'en fait il peut nous servir de plein de façons.
dans nos actes militants, mais aussi dans notre besoin de nous sécuriser avec du financement qui nous rapporte de l'argent, du revenu passif, dans la promesse d'un avenir meilleur pour nos enfants. Nous, on a eu un coup de cœur pour ce projet. Ouais. Donc, pour ton projet, donc il y a eu un drop déjà il y a un mois. Apparemment, il y en a un prochain, tu m'as dit, à l'automne. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut être tenu au courant sans aller sur le Discord? Parce que moi, j'ai envie de me suicider quand je suis sur le Discord. Alors, oui, alors il y a bien évidemment Discord, c'est vraiment c'est le cœur de la communauté, mais c'est pas essentiel d'être sur Discord si on veut avoir les nouvelles. Non, on communique aussi sur Twitter, on va communiquer de plus en plus sur LinkedIn, mais je vous invite justement à nous suivre sur Twitter, LinkedIn, à vous inscrire à notre newsletter. On envoie des informations croustillantes assez régulièrement. On va vous faire suivre le projet. Effectivement, donc courant automne, on va lancer le troisième projet qui va être un projet d'agroforesterie. On tenait vraiment, ça nous tenait à cœur d'ouvrir l'agroforesterie parce que. C'est quoi? Alors aujourd'hui, l'agroforesterie, c'est rendre une terre agricole durable. Grosso modo, c'est faire cohabiter des arbres et la production. Aujourd'hui, sur la planète, il y a à peu près, si je résume, 50% de la zone habitable, de la zone, on va dire, décemment habitable, qui sont des terrains agricoles. Donc la capacité, en fait, à convertir ces terrains agricoles en des terrains agricoles durables est énorme sur l'impact de l'environnement. Donc c'est pour ça que on se concentre aussi sur ce type de projet. Il y a régénération de la nature, verte et bleue. Donc comme on a dit, mangrove par exemple, c'est bleu, c'est les océans, c'est la côte. Et il y a aussi l'agroforesterie, parce que l'agroforesterie, c'est un secteur qui peut avoir un impact colossal sur la planète. Et donc le prochain projet sera un projet d'agroforesterie au Paraguay. Ok. Au Paraguay, très bien. Avec un montant assez élevé, on le divulguera prochainement. Mais on reste en Amérique du Sud, c'est clair. Alors, d'ailleurs, j'invite aussi la communauté à aller sur notre Medium. On a un Medium qui est d'ailleurs drivé aussi par Colline Debail. On vulgarise pas mal de choses. On explique c'est quoi un crédit carbone, on explique d'où vient notre rendement, on explique pourquoi on choisit davantage des projets en Amérique latine. En fait, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous invite aussi à regarder notre Medium parce que je pense que l'immense majorité des questions des réponses y sont. Alors, le Medium, le blog. Oui, alors Medium, c'est un blog, c'est ça. Oui, sur le site web carbonable.io. Il y a un onglet qui renvoie vers le Medium. Exactement. D'accord. Alors, on mettra le lien de toute façon dans la description. Super. Mais donc toutes les questions qu'on se pose, on y trouve les réponses. C'est passionnant. Nous, on a juste, moi, je parle pour moi, c'est juste un gros problème parce que chaque fois qu'on enregistre un podcast, j'ai envie de changer de carrière et de repartir avec les invités pour travailler avec eux. En tout cas, moi, j'ai tout compris au Crédit Carbone grâce à toi, Guillaume. Enfin, c'était un grand mystère pour moi et merci. Tes explications sont très claires et le projet Carbonable, c'est vraiment, vraiment génial. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces mots. Merci à vous d'avoir donné de la voix un petit peu à Carbonable. J'invite les auditeurs qui ont trouvé ça intéressant déjà à nous suivre, mais aussi à prendre contact avec nous. Si vous êtes des entreprises et vous voulez agir sur votre stratégie de neutralité carbone, n'hésitez pas, avec grand plaisir, on peut répondre à vos sollicitations. Les individus qui veulent contribuer activement à lutter contre le réchauffement climatique tout en ayant un retour, et bien évidemment vous êtes les bienvenus dans notre communauté. Et les investisseurs, non ? Exactement. Les investisseurs, peut-être à la sortie du podcast ça sera trop tard, mais D'accord. Bon, en tout cas, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que nous avons un site web qui s'appelle nftbusiness.tech sur lequel vous pouvez enregistrer votre adresse email et recevoir des informations. Oui, et alors moi je voudrais répondre à un auditeur qui m'a fait un commentaire sur Apple Podcast. J'étais très très frustrée parce que je ne pouvais pas répondre et qui me demandait pourquoi à chaque épisode on demandait aux gens de s'engager, en gros de s'abonner et nous mettre des étoiles. Et en fait, je voudrais juste préciser que faire du contenu, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement émotionnel parce qu'on crée du lien avec les gens qu'on rencontre et devoir partir après, c'est parfois difficile parce qu'on se dit tiens, comment je pourrais amener ma pierre à l'édifice, et malheureusement on ne peut pas amener notre pierre à l'édifice à tous les projets. Et donc il nous demandait si il trouvait qu'on mettait trop en avant des projets, il trouvait que c'était trop commercial, ou il insinuait qu'en fait on mettait en avant des projets commerciaux sans le
spécifier. Je voudrais spécifier quand même qu'on a accueilli Guillaume ici de façon purement altruiste, sans toucher d'argent, et que nous, on est très très fiers de porter des projets comme ça, parce qu'on trouve que c'est d'utilité publique aujourd'hui, alors qu'on est tous en période d'inflation impactés par une crise post-Covid. On la vit tous les jours en mettant le plein de notre voiture, de nos scooters. On est à Paris aujourd'hui, on a fait un plein et c'était presque 3 € le litre. On était vraiment choqués. Alors choqués tout en étant très privilégiés et on a une grande chance, c'est que finalement on est impacté, mais on n'est pas les plus mal lotis. Et oui, effectivement, moi j'assume pleinement de mettre en avant des projets comme Carbonable. Ça peut ressembler à un podcast sponsorisé, mais ça ne l'est pas. J'y crois dur comme fer. Et je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce que le monde change. Et comme dit Daniel, mon prof chez Alira, pour changer le monde, il faut changer d'outil. Merci Guillaume. Merci beaucoup.